Le 15 avril 1817, à 9 heures précises du soir, Clara Whitmore se tenait précisément à sa place, c'est-à-dire en un lieu dénué de toute importance. L'escalier de service du grand hôtel particulier londonien de Lady Pemberton serpentait vers le haut dans l'ombre et plongeait vers le bas dans le spectacle flamboyant du bal le plus attendu de la saison, et Clara occupait ce royaume intermédiaire avec le naturel de sa propre respiration, ni tout à fait domestique, ni tout à fait invitée, invisible à tous et ignorée de chacun. Au-dessous d'elle, la salle de bal scintillait des 1000 bougies se reflétant dans les lustres de cristal. Leur lumière accrochant les robes de soie aux teintes de rose, d'ivoire et de bleu le plus pâle. Les bijoux scintillant aux gorges élégantes. Les bottes vernies des gentilshommes se déplaçant au gré des figures d'une contredanse. Des fleurs de printemps, des brassées de lilas blancs et de roses précoces ornaient chaque surface, leur parfum montant jusqu'à son poste d'observation ombragé, charriant avec lui les senteurs mêlées de parfums coûteux, de cire d'abeilles et de champagne. Les doigts de Clara se resserrèrent sur la rampe de bois lisse tandis qu'elle regardait, sa robe grise, simple, à col montant et absolument quelconque, semblant absorber les ombres autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle ne soit guère plus qu'un fantôme hantant les lisières d'un monde qui n'avait pas de place pour les dames de bonne naissance, appauvries de 26 ans, sans fortune, sans relation et sans autre perspective qu'un poste de dame de compagnie auprès de la bienveillante mais socialement consciente Lady Georgiana Sinclair. Elle n'aurait pas dû regarder du tout. Lady Georgiana s'était retirée 1 heure plus tôt, prétextant une migraine, libérant Clara de ses obligations, et les convenances dictaient que Clara aurait dû regagner directement leur logement. Pourtant, quelque chose l'avait attirée ici. Un terrible désir qu'elle ne parvenait pas tout à fait à réprimer, malgré 8 années passées à s'exercer, à ne rien attendre, à ne rien vouloir, à se contenter d'une utilité invisible. Son regard le trouva sans intention consciente, comme il l'avait déjà fait 3 fois ce soir-là. Alexander Pembroke, duc de Thornfield, se mouvait dans la danse avec l'élégance lasse d'un homme s'acquittant d'obligations fastidieuses, sa tenue noire de cérémonie contrastant vivement avec le déploiement de paons qui l'entourait, ses cheveux sombres captant la lumière des bougies à chaque tour. Même de cette distance, Clara pouvait voir le vide poli de son expression tandis qu'il menait Miss Sophia Langley à travers les pas, puis Lady Caroline Montague, puis une autre jeune dame dont Clara ignorait le nom. Il était beau à la manière d'une statue de marbre, distant, parfait et absolument intouchable, appartenant à une sphère si éloignée de la sienne que le regarder donnait l'impression d'être sur terre et d'étudier les étoiles. 2 femmes de chambre passèrent derrière elle, leur chuchotement se propageant clairement dans la cage d'escalier confinée. L'une dit quelque chose sur le fait que les dames de compagnie n'étaient même pas meilleures qu'elles ne le devraient, rôdant là où on ne voulait pas d'elles, et l'autre rit, un son semblable à du verre brisé. Clara ne tressaillit pas. Elle avait appris à ne pas tressaillir. Elle s'accorda un dernier regard sur la beauté impossible en bas, sur le monde qui ne serait jamais le sien, sur le duc qui ne saurait jamais qu'elle existait. Puis Clara rassembla ses jupes grises et se prépara à se retirer dans l'obscurité où était sa place, là où les femmes comme elle avaient toujours leur place. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Un fragment d'espoir insensé et têtu qu'elle n'avait pas encore réussi à tuer. Un instant de plus. Juste un de plus. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Alexander Pembroke avait développé, au cours de ses 32 années et du port d'un duché depuis l'âge de 24 ans,
une compétence particulière pour paraître engagé dans des obligations sociales, tandis que son esprit vagabondait à des lieux de là, et ce soir-là, il avait perfectionné cet art pendant 2 heures de danse avec de jeunes dames dont il ne se souviendrait pas des noms le lendemain matin, dont les sourires empressés se fondaient en un seul masque d'ambition matrimoniale. Il se mouvait à travers les figures d'une énième contredanse, avec la précision lasse d'un homme accomplissant un devoir, sa main guidant Miss Sophia Langley dans une volte, son expression figée dans une amabilité polie qui dissimulait l'ennui profond, menaçant de l'étouffer sous le poids d'un millier de bougies et le parfum entêtant des fleurs de printemps accumulées le long de chaque mur. Son ami Richard se tenait au bord de la piste, observant avec un amusement qu'Alexander trouvait irritant, et Alexander nota mentalement de partir dans le quart d'heure, de s'échapper pour regagner son bureau, où au moins les contrats et la correspondance qui l'attendaient servaient un but au-delà de la perpétuation d'un rituel vide de sens. Puis quelque chose attira son attention, un vacillement de mouvement dans sa vision périphérique, qui attira son regard vers le haut, vers l'escalier de service ombragé qui serpentait le long du mur est de la salle de bal. Au début, il ne vit que l'obscurité ponctuée par la faible lueur d'une unique bougie sur le palier, mais ensuite la lumière se déplaça, et il l'aperçut, une silhouette en gris se tenant immobile dans l'ombre, son visage pâle dans la pénombre, sa posture suggérant à la fois le désir et la résignation. Elle observait les danseurs en bas avec une intensité qui transformait l'observation en quelque chose approchant la fin. Pourtant, il n'y avait rien d'avide dans son expression, rien de calculateur, seulement une mélancolie qui le frappa comme étant profondément triste. Alexander manqua un pas dans la danse, se rattrapant assez souplement pour que Miss Langley ne remarque rien, mais son attention s'était complètement fracturée. La femme dans l'escalier ne dansait pas, n'était même pas présente d'une manière qui importait à l'assemblée scintillante en bas, mais quelque chose dans sa façon de se tenir là, dans la manière dont elle se maintenait avec dignité malgré son exclusion évidente, le captiva entièrement. Elle n'était pas belle selon les normes exigeantes de la société. Il pouvait le voir même de cette distance, ses traits trop forts, sa silhouette trop mince, son âge clairement au-delà de la première fleur de la jeunesse. Mais il y avait quelque chose dans son maintien qui suggérait une vie intérieure bien plus riche que tout ce qui était exposé dans la salle de bal. Il la regarda lever une main vers la rampe, ses doigts pâles sur le bois sombre, la regarda commencer à se détourner comme si elle se préparait à se retirer dans des ombres plus profondes. Sans pensée consciente, Alexander se retrouva à conclure la danse avec une hâte opportune, s'inclinant devant Miss Langley et se dirigeant vers Richard avec une détermination qui aiguisait ses mouvements. Richard haussa un sourcil à son approche, désignant de son verre de champagne l'escalier et disant quelque chose de dédaigneux sur les domestiques qui s'attardaient là où ils ne le devraient pas, sur les dames de compagnie et les parents pauvres qui devraient savoir ne pas reluquer leurs supérieurs. Alexander ressentit un éclair d'irritation inattendue face à la cruauté désinvolte de son ami, à la facilité avec laquelle Richard rejetait quelqu'un qu'il n'avait même pas vraiment vu. Son regard retourna à l'escalier juste au moment où la femme sembla sentir qu'elle avait été remarquée, juste au moment où l'alarme fusa sur ses traits et où elle recula dans l'ombre. L'orchestre entama les premières mesures d'une valse, cette importation scandaleuse de Vienne qui faisait encore froncer les sourcils des matrones et rougir les jeunes dames, et Alexander prit une décision qui le surprit par son immédiateté. Il traversa la salle à grandes enjambées délibérées, ignorant la tentative de Lady Caroline Montagu d'attirer son attention, les yeux fixés sur l'escalier assombri et la silhouette grise se retirant dans l'ombre. Et à cet instant, quelque chose dans le schéma fastidieux de son existence se fissura pour révéler la possibilité de quelque chose qu'il ne pouvait encore nommer, mais qu'il désirait soudainement, désespérément découvrir. Alexander Pembroke avait déjà abandonné des partenaires de danse, s'était excusé de conversations fastidieuses avec une aisance consommée.
mais il n'avait jamais auparavant simplement quitté une jeune dame au milieu d'une valse, avec le genre de détermination singulière qui le propulsait maintenant à travers la salle de bal, à travers les groupes d'invités choqués, vers la porte obscure qui menait au passage de service où la femme en gris avait disparu. Il entendit Richard l'appeler, entendit les chuchotements s'élever comme une vague derrière lui. Mais ces sons appartenaient à un monde qui était soudainement devenu sans importance comparé à l'urgence qui le poussait en avant dans le couloir faiblement éclairé, qui sentait la cire d'abeille, le vieux bois et les vagues effluves d'herbes de cuisine montant d'en bas. Le passage était étroit et utilitaire, ses murs de plâtre nu plutôt que de soie, ses sols de bois simples plutôt que de marbre poli, et Alexander dut s'arrêter pour que ses yeux s'habituent à la pénombre après la lumière brillante des bougies de la salle de bal, tendant l'oreille pour des bruits de pas, pour le froufroutement de jupes, pour toute indication de la direction dans laquelle elle avait fui. Il la trouva dans une petite antichambre près du passage principal, un espace clairement destiné aux réparations de dernière minute des robes et des coiffures, où Lady Georgiana Sinclair était assise devant un modeste miroir, tandis que la femme en gris était agenouillée à ses côtés, des épingles tenues entre ses lèvres alors qu'elle s'efforçait de réparer un volant déchiré sur la robe de soie rose de Georgiana. Les deux femmes levèrent les yeux à son entrée, l'expression de Georgiana passant rapidement de la surprise à l'alarme puis à la confusion. Le visage de la dame de compagnie se vidant de toute couleur alors qu'elle se relevait vivement, les épingles tombant sur le sol avec de petits sons métalliques qui semblaient anormalement forts dans le silence soudain. Alexander savait qu'il devait s'excuser de l'intrusion, qu'il devait se retirer et envoyer une femme de chambre pour l'annoncer correctement, qu'il devait suivre l'un des 1000 protocoles qui régissaient de tels moments, mais au lieu de cela, il se retrouva debout dans l'embrasure de la porte, regardant la femme en gris avec une intensité qui frissait l'impolitesse, absorbant des détails qu'il n'avait pas pu discerner de l'autre côté de la salle de bal. L'intelligence dans ses yeux gris, la force de ses traits, la dignité de son maintien, malgré sa détresse évidente. Georgiana balbutia quelque chose à propos du duc de Thornfield, commença à se lever malgré sa robe déchirée, mais Alexander leva une main pour la retenir, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu alors qu'il demandait à être présenté à sa dame de compagnie, et Georgiana, troublée et clairement déconcertée, obtempéra avec le genre d'obéissance automatique qu'un rang ducal commandait, ses mots se bousculant alors qu'elle présentait Miss Clara Whitmore, sa chère dame de compagnie depuis 3 ans. Clara s'enfonça dans une révérence qui suggérait des années d'entraînement au maintien, les yeux baissés, ses mains tremblant légèrement là où elles agrippaient ses jupes grises. Et Alexander se sentit absurdement irrité par sa soumission, par sa retraite dans une invisibilité convenable, par son refus de croiser son regard avec la même intensité directe qu'il avait entrevue lorsqu'elle observait depuis l'escalier. Il s'entendit prononcer des mots qu'il n'avait pas prévus, sa demande que Miss Whitmore lui fasse l'honneur de la prochaine danse, et le choc qui transforma les visages des deux femmes aurait pu être amusant dans d'autres circonstances. Les protestations de Clara sur les convenances et sa position émergeant d'une voix basse et cultivée qui confirma son soupçon d'origine distinguée tombée dans le dénuement. Alexander rejeta ses objections avec une assurance qui le surprit même lui-même. Sa déclaration qu'il ne voyait aucune inconvenance à danser avec une dame de bonne naissance, brisant sa résistance alors même que l'expression de Georgiana passait du choc à l'inquiétude, puis à quelque chose approchant la peur pour la réputation de sa dame de compagnie, mais Alexander tendait déjà la main, attendant déjà avec une patience qui n'était pas du tout de la patience, mais plutôt une détermination transformée en immobilité, et après un moment qui s'étira en une éternité, Clara plaça ses doigts tremblants dans sa paume et se laissa entraîner hors de l'antichambre, à travers le couloir, vers la clarté éclatante de la salle de bal où la valse jouait encore,
et où tous les regards se tournèrent vers eux alors qu'ils émergeaient de l'ombre. La salle de bal s'était transformée dans les secondes qui suivirent l'instant où Alexander conduisit Clara sur le parquet ciré. La foule bavarde tomba dans un silence si complet que Clara pouvait entendre le murmure de ses jupes grises contre le bois, pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre dans ses oreilles avec une violence qui menaçait de la submerger. Elle avait déjà dansé, bien sûr, dans les années précédant la mort de son père, quand elle était Miss Whitmore de Whitmore Hall plutôt que Clara, la dame de compagnie invisible, mais jamais une valse, jamais cette intimité scandaleuse où la main d'un gentilhomme reposait à sa taille et où ses propres doigts, tremblants, se posaient sur son épaule, leur corps se mouvant dans une synchronisation qui semblait dangereusement, exaltamment inconvenante. La main d'Alexander était chaude à travers le tissu fin de sa robe, son contact ferme mais doux alors qu'il la guidait dans les premiers pas, et Clara trébucha légèrement, son inexpérience évidente, mais il s'ajusta en douceur, ses yeux gris rencontrant les siens, avec une expression qui ne contenait aucun jugement, seulement de l'encouragement et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. Il lui demanda à voix basse, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre sous la mélodie du violon qui tourbillonnait autour d'eux comme un vin mielé. Pourquoi elle avait observé depuis l'escalier? Pourquoi elle se cachait dans l'ombre alors qu'elle aimait si clairement la musique? Et Clara se retrouva à répondre avec une honnêteté qui la choqua, expliquant par phrases hésitantes que les dames de compagnie connaissaient leur place. Que l'invisibilité était à la fois un fardeau et une protection, qu'il était plus facile de regarder la vie depuis les marges que de risquer la douleur de participer et de se voir rappeler tout ce qu'elle avait perdu. La réponse d'Alexander brisa sa résignation soigneusement entretenue, avec des mots qu'elle n'avait pas attendus. Son observation que sa position ne diminuait en rien sa valeur, que l'intelligence et la grâce n'étaient pas l'apanage exclusif des dames, avec des fortunes et des pédigris, qu'il l'avait remarqué dans l'escalier précisément parce qu'elle observait avec les yeux de quelqu'un qui voyait vraiment, plutôt que de simplement regarder. Quelqu'un qui comprenait la beauté et aspirait à la connexion plutôt que de simplement chasser un avantage. Clara sentit des larmes lui piquer les yeux et les refoula farouchement, son corps se mouvant maintenant avec moins de maladresse, alors qu'elle commençait à faire confiance à sa direction, alors qu'elle s'autorisait à ressentir l'extraordinaire intimité de la valse, sa main à sa taille brûlante comme une marque à travers la laine grise, ses doigts enlacés avec les siens, dans une connexion qui semblait transmettre plus que tous les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Elle le lui demanda. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi il l'avait recherché? Pourquoi un duc abandonnerait ses obligations pour danser avec une personne insignifiante? Et il lui dit avec une simplicité dévastatrice qu'elle n'était pas une personne insignifiante. Qu'en 2 heures de danse avec des jeunes dames éligibles, il n'avait pas rencontré un seul moment authentique jusqu'à ce qu'il voie son visage, à la lueur des bougies dans l'escalier, que quelque chose dans son expression de désir mêlé de dignité l'avait frappé comme profondément réel dans un monde d'artifice étudié. Clara commença à cet instant à le voir non pas comme le duc de Thornfield, non pas comme le célibataire le plus convoité de Londres, non pas comme une figure d'une distance impossible, mais comme Alexander, un homme qui semblait aussi las des faux-semblants qu'elle, dont elle avait été témoin de l'ennui depuis son poste d'observation caché, dont les yeux recelaient une solitude sous leur réserve aristocratique. La musique s'enfla vers sa conclusion, leur passe ralentissante, et Alexander maintint son regard alors qu'il disait doucement que ce ne serait pas leur dernière danse, une promesse qui résonna à travers son corps comme une cloche. La valse se termina, le silence s'abattit de nouveau sur eux, et Alexander s'inclina avec une formalité parfaite, tandis que Clara faisait la révérence avec des genoux tremblants, puis il la raccompagnait là où se tenait Georgiana, avec une expression mêlée d'horreur et de fascination. Et alors que Clara reprenait sa place derrière le fauteuil de son employeuse, elle entendit les ragots exploser autour d'eux comme des tirs de canon.
La voix de Lady Caroline Montagu s'élevant au-dessus des autres dans des spéculations acides sur des dames de compagnie désespérées et des caprices ducaux incompréhensibles, mais Clara n'entendit presque rien de tout cela, car les mots d'Alexandre continuaient de résonner dans son esprit. Car pour la première fois en 8 ans depuis la mort de son père, elle se sentait vue, vraiment vue, et cet espoir dangereux et impossible qu'elle avait tant essayé de réprimer se déployait dans sa poitrine comme des fleurs de printemps perçant le sol gelé. La voiture qui transportait Clara et Lady Georgiana Sinclair à travers les rues de Londres, éclairées par les lanternes, se déplaçait dans un monde transformé. Ou peut-être était-ce Clara elle-même qui avait été transformée en l'espace d'une seule valse, rendant le trajet familier de Mayfair à la modeste maison de ville de Georgiana à Bloomsbury, semblable à un voyage en territoire étranger, où chaque ombre revêtait une nouvelle signification et chaque bec de gaz brillait d'une clarté presque douloureuse. Georgiana était assise en face d'elle dans le petit compartiment. Sa robe de soie rose, maintenant correctement réparée, son visage troublé dans la lumière vacillante qui filtrait par les fenêtres de la voiture, alors qu'il passait devant les lampadaires et les fenêtres illuminées des grandes maisons, encore en pleine effervescence de fêtes et de réjouissances. Elle parlait sur le ton doux mais inquiet qu'elle employait pour aborder les sujets difficiles, expliquant que, bien que le duc de Thornfield soit certainement un gentilhomme honorable, ses attentions envers une dame de compagnie devaient être comprises comme une aberration momentanée, une impulsion bienveillante peut-être, ou simplement de la curiosité pour quelqu'un en dehors de sa sphère habituelle, mais rien qui ne pouvait ou ne devait être encouragé, car la réalité de la position de Clara était au mieux précaire, dépendant entièrement de la bonne volonté de Georgiana et de la tolérance continue de la famille de Georgiana qui fournissait le modeste revenu lui permettant de maintenir même cette petite maisonnée et d'employer une dame de compagnie. Clara écoutait avec la partie de son esprit qui avait appris en 8 ans à être pratique, à accepter la réalité, à se protéger de l'espoir, tandis qu'une autre partie revenait obsessionnellement à la sensation de la main d'Alexander à sa taille, à l'intensité de ses yeux gris quand il lui avait dit qu'elle n'était pas une personne insignifiante, à la promesse implicite dans ses mots que ce ne serait pas leur dernière danse. Elle s'entendit assurer Georgiana qu'elle comprenait parfaitement, qu'elle n'avait aucune attente, qu'elle connaissait sa place et ne présumerait pas au-delà. Même si quelque chose de sauvage et de désespéré dans sa poitrine hurlait contre ces paroles sensées. La voiture arriva à la maison de ville étroite, avec sa peinture écaillée et sa façade modeste, si différente des grands établissements qu'elles avaient laissés derrière elles. Clara aida Georgiana à descendre, rassembla les châles et les réticules, accomplit tous les petits services qui composaient son existence quotidienne. À l'intérieur de la maison, Madame Eleanor Ashford attendait dans le petit hall d'entrée, ostensiblement pour s'assurer que tout allait bien, mais en réalité, soupçonnait Clara, parce que la gouvernante avait de l'affection pour elle et s'inquiétait de son bien-être avec une sollicitude presque maternelle. Les yeux d'Eleanor rencontrèrent ceux de Clara avec une chaleur complice qui suggérait qu'elle avait déjà entendu parler des événements extraordinaires de la soirée par ce mystérieux réseau par lequel les domestiques savaient toujours tout avant que leurs employeurs ne songent à le leur dire. Clara aida Georgiana à se préparer pour la nuit, délaquant son corset, défaisant sa coiffure élaborée, écoutant ses avertissements doux et continus sur l'attention ducale, aussi fugace qu'incompréhensible, et finalement elle gravit les escaliers étroits jusqu'à sa petite chambre mansardée, un espace à peine assez grand pour un lit étroit, une table de toilette, une seule chaise et une malle contenant toutes ses possessions. Le contraste entre cette chambre spartiate et la salle de bal scintillante qu'elle avait quittée si aiguë qu'il lui serra la poitrine d'un sentiment entre le chagrin et la fureur face à l'injustice d'un monde qui mesurait la valeur en guinées et en pédigris. Elle se déshabilla à la lumière d'une seule bougie, sa robe grise paraissant encore plus miteuse et usée dans la lumière intime,
et elle essaya avec toute sa discipline considérable d'être rationnelle, de se souvenir qu'elle avait 26 ans sans fortune, sans famille, sans perspective, que son père était mort il y a 8 ans, ne laissant que des dettes après la trahison de son associé, qu'elle avait eu la chance d'obtenir son poste chez Georgiana après 2 ans de situation bien pires dans des maisonnées où les dames de compagnie étaient traitées à peine mieux que des domestiques, qu'espérer quoi que ce soit de plus que cette petite sécurité était de la folie. Mais alors qu'elle soufflait finalement la bougie et s'allongeait dans l'obscurité, elle pouvait encore sentir l'empreinte du contact d'Alexandre brûler à travers sa peau, et malgré tous les arguments raisonnables qu'elle construisait, un espoir impossible fleurissait en elle, comme des roses se frayant un chemin à travers la pierre. Clara se réveilla le matin du 16 avril sous une pâle lumière du soleil filtrant à travers la petite fenêtre de sa chambre mansardée, les événements de la veille semblant presque oniriques dans leur improbabilité. Elle se leva à son heure matinale habituelle pour commencer les routines familières qui structuraient ses journées, se laver le visage dans l'eau froide de la cruche sur sa table de toilette, s'habiller d'une simple mousseline marron qui témoignait de nombreuses réparations soignées, descendre les escaliers étroits pour aider Eleanor à préparer le plateau du petit déjeuner de Lady Georgiana avec son arrangement méticuleux de thé, de toasts et de confitures de fraises. Eleanor l'observait avec des yeux connaisseurs, qui contenaient des questions que la gouvernante était trop délicate pour formuler directement, bien qu'elle ait fait remarquer, en tranchant le pain, que leur maisonnée avait été un sujet de discussion très prisé parmi le personnel des maisons voisines. Clara sentit ses joues s'empourprer d'embarras, même en assurant à Eleanor que l'incident extraordinaire de la veille n'était qu'un moment de bonté de la part d'un gentilhomme trop bien élevé pour laisser quiconque dans une position délicate. Rien de plus, et certainement rien qui ne se répéterait. Elle montait le plateau de Georgiana par l'escalier principal lorsque l'on frappa à la porte d'entrée, un coup inhabituellement fort et officiel pour cette heure matinale. Elle s'arrêta sur le palier, tandis que le jeune valet répondait pour révéler un messager en livrée portant un arrangement de roses blanches si massif qu'il semblait remplir le hall d'entrée étroit de ses fleurs, leurs pétales parfaits et immaculés. Leur parfum emplissant la modeste maison d'une senteur qui parlait de culture en serre et d'une dépense bien au-delà de ce qui était courant même parmi les riches familles que Clara avait servies. Le valet resta paralysé de choc jusqu'à ce qu'Eleanor se précipite pour accepter les fleurs, et Clara demeura figée dans l'escalier, tandis que le messager présentait une carte, sa livrée le marquant comme un serviteur d'une maison ducale. La voix d'Eleanor se fit entendre clairement, alors qu'elle lisait à haute voix la simple inscription écrite d'une main masculine audacieuse pour la dame de l'escalier. La maisonnée éclata en un chaos à peine contenu. La soubrette abandonna son travail pour lorgner les roses, la cuisinière sortit de la cuisine, les mains enfarinées. Le visage d'Eleanor passant par des expressions de joie et d'inquiétude alors qu'elle levait les yeux vers Clara, qui se tenait là, agrippant le plateau du petit déjeuner comme un bouclier. Puis Georgiana elle-même apparut dans sa robe de chambre, attirée par l'agitation, ses yeux s'écarquillant en voyant l'étalage extravagant. Clara descendit lentement et posa le plateau de côté, ses mains tremblant alors qu'elle acceptait la carte d'Eleanor, le papier cartonné épais étant une autre marque de qualité et de dépense. Georgiana l'entraîna rapidement dans le petit salon du matin, loin des yeux avides des domestiques, fermant la porte d'un déclic décisif avant de se tourner vers Clara avec une expression de profonde inquiétude. Elle parla doucement mais fermement du danger d'encourager l'intérêt fugace d'un duc, citant l'histoire édifiante d'une dame de compagnie dans la maison de sa cousine dont la position avait été ruinée par des attentions similaires de la part d'un gentilhomme, comment la femme avait été renvoyée lorsque le gentilhomme était inévitablement passé à autre chose, laissé avec une réputation ternie et incapable de trouver un autre placement respectable. Clara écoutait avec la partie d'elle-même qui comprenait la sagesse de ces avertissements,
même si une autre partie serrait la carte portant le message d'Alexander et refusait de la lâcher. Georgiana obtint la promesse de Clara qu'elle ne répondrait pas à ce geste, qu'elle le traiterait comme la brève fantaisie qu'il était sûrement, et Clara donna sa parole bien que les syllabes lui parussent comme des pierres dans la bouche. Puis Eleanor disposa les roses dans tous les vases disponibles, plaçant le plus grand arrangement dans la chambre de Clara malgré ses protestations, et Clara se retrouva seule avec les fleurs dans la lumière de l'après-midi, tendant la main pour toucher les pétales de velours avec des doigts qui se souvenaient de la chaleur de la main d'Alexander à sa taille, tandis qu'à plusieurs kilomètres de là, dans son grand hôtel particulier, Alexander était assis à son bureau, donnant des instructions à son secrétaire, avec une expression de calme détermination qui fit réaliser à son ami Richard, venu le mettre en garde contre le scandale, avec une alarme croissante que le duc de Thornfield ne s'engageait pas dans une fantaisie momentanée, mais plutôt dans une cour qui défierait toutes les attentes de la société. L'après-midi du 18 avril arriva avec cette qualité particulière de lumière printanière qui transforme Hyde Park à Londres en quelque chose de presque pastoral, le vert tendre des nouvelles feuilles, captant le soleil comme pour prouver que la beauté pouvait exister même au cœur d'une ville bâtie sur le commerce et la hiérarchie. Lady Georgiana Sinclair avait décidé que sa vieille tante Mathilda avait besoin d'air frais et d'un changement de décor par rapport aux confins étouffants de la maison de ville, ce qui signifiait que Clara se retrouva à pousser le fauteuil roulant le long des larges allées de gravier, tandis que Georgiana marchait à ses côtés, portant une ombrelle et commentant la chaleur inhabituelle du temps. Clara avait passé les 2 jours depuis l'arrivée des roses blanches dans un état de discipline attentive, refusant de s'attarder sur le souvenir des yeux gris d'Alexander ou la sensation de sa main à sa taille, se rappelant à chaque heure que les ducs ne courtisaient pas les dames de compagnie sans le sou, peu importe la gentillesse dont ils pouvaient faire preuve dans un moment d'impulsion. Elle avait presque réussi à retrouver son équilibre résigné habituel lorsqu'elle leva les yeux après avoir manœuvré le fauteuil roulant autour d'un groupe de nourrices avec leur jeune protégé, pour voir Alexander Pembroke lui-même marcher vers eux sur le même chemin, avec Lord Richard Hastings à ses côtés. La rencontre semblait entièrement accidentelle. Une rencontre fortuite du genre de celle qui se produisait fréquemment aux heures à la mode, où toute la société se promenait dans le parc, mais quelque chose dans la façon dont l'expression d'Alexander changea lorsqu'il les vit, une certaine satisfaction dans ses yeux, fit soupçonner à Clara que cette rencontre était tout sauf une coïncidence. Et son soupçon fut confirmé lorsque Georgiana murmura à voix basse que le duc devait avoir découvert leur itinéraire de promenade habituel. Alexander s'approcha avec une parfaite bienséance, s'inclinant devant Georgiana et demandant la permission de marcher aux côtés de leur groupe, et Georgiana pouvait difficilement refuser une telle demande d'un homme de son rang, bien que Clara vit l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle accordait la permission. Puis Richard engagea la conversation avec Georgiana au sujet d'une connaissance commune, tandis qu'Alexander se positionnait de l'autre côté du fauteuil roulant que Clara continuait de pousser, sa haute stature adaptant sa foulée à son rythme plus lent. Il ne parla pas immédiatement, semblant se contenter de marcher en silence, tandis que tante Mathilda somnolait dans son fauteuil en émettant de petits ronflements qui auraient été mortifiants si la vieille dame avait été assez consciente pour les entendre, et Clara garda les yeux fixés sur le chemin devant elle, aiguëment consciente de la présence d'Alexander à ses côtés, de la façon dont les membres de la société qui passaient se retournaient pour dévisager le spectacle curieux d'un duc marchant avec une dame de compagnie plutôt qu'avec la dame qu'elle servait. Quand il parla enfin, sa voix était assez basse pour que seule Clara puisse l'entendre, et il l'interrogea sur son éducation, où elle avait appris à lire si abondamment. Clara se retrouva à répondre avec précaution que son père avait été un gentilhomme, aux moyens modestes, mais d'une grande érudition, qui croyait que les filles méritaient la même formation intellectuelle que les fils,
et qu'elle avait été instruite aux côtés de son frère jusqu'à ce que la mort de ce dernier, emportée par la fièvre à l'âge de 10 ans, la laisse enfant unique. Alexander écouta avec une attention qui semblait presque féroce dans sa concentration, puis il mentionna un roman qu'elle avait remarqué sur la table d'appoint dans le salon de Georgiana 3 jours auparavant, lorsqu'il était venu en visite, lui demandant si elle l'avait lu, et Clara réalisa avec un choc qui lui traversa la poitrine comme une chaleur qu'il avait observé son environnement assez attentivement pour noter les livres qui l'entouraient. Le soir du 20 avril arriva avec ce mélange particulier d'anticipation et d'appréhension que Clara en était venue à associer à tout événement qui l'attirait au-delà des frontières sûres de la maisonnée de Lady Georgiana. Elle s'habilla de sa meilleure robe, une simple création de mousseline bleu pâle que Georgiana lui avait donnée après une seule saison, de tissu encore fin, bien que le style fût démodé de 2 ans, et elle étudia son reflet dans le petit miroir au-dessus de sa table de toilette, avec l'œil critique de quelqu'un qui savait exactement comment elle se comparerait aux autres invités du dîner de Lady Beatrice Thornhill. La résidence elle-même coupa le souffle à Clara lorsque leur voiture s'arrêta devant, un gracieux hôtel particulier sur une place à la mode qui parlait d'une richesse maniée avec goût plutôt qu'avec ostentation. Lady Beatrice elle-même les accueillit dans le hall d'entrée avec une chaleur qui semblait entièrement authentique, sa main serrant celle de Clara un instant de plus que la courtoisie ne l'exigeait, tandis que ses yeux, si semblables à ceux de son frère dans leur profondeur gris clair, transmettaient un accueil qui serra la gorge de Clara d'une émotion inattendue. Le dîner se révéla intime, comme Alexander l'avait promis, avec seulement 12 convives disposés autour d'une table qui brillait d'argent et de cristal, et Clara sentit son anxiété monter en flèche lorsqu'elle reconnut Lady Caroline Montagu parmi les invités. Les traits acérés de cette femme s'arrangeant en une expression de surprise clairement jouée pour le bénéfice de l'assemblée lorsqu'elle remarqua la présence de Clara. Mais le plan de table envoya un message que même Lady Caroline ne put mal interpréter, car Clara se retrouva placée non pas dans la position insignifiante qu'occupent habituellement les dames de compagnie, mais assise là où une dame de conséquence s'assiérait, avec Alexander lui-même en face d'elle, et un érudit distingué à sa droite, qui l'engagea immédiatement dans une conversation sur les projets de loi de réforme agricole actuellement débattus au Parlement. Clara avait beaucoup lu sur le sujet dans les journaux que Georgiana lui transmettait, et elle se retrouva à parler avec une confiance qui grandit à mesure que le gentilhomme l'écoutait avec respect. Lorsque la conversation s'élargit pour inclure une discussion sur l'architecture gothique puis sur la nouvelle poésie de Lord Byron, Clara apporta des observations qui suscitèrent des hochements de tête approbateurs de plusieurs invités, et un regard de fierté non dissimulé de la part d'Alexander qui fit s'accélérer son pouls. Lady Caroline tenta par 2 fois de réorienter la conversation vers des commérages sur des connaissances mutuelles, et par 2 fois Alexander ramena doucement la discussion sur des sujets de fond. Mais lorsque Caroline fit une remarque acerbe sur la surprise de trouver une telle érudition dans des milieux inattendus, la réponse d'Alexander fut directe et cinglante. Sa voix portant clairement alors qu'il affirmait que l'intelligence ne connaissait aucune frontière de naissance ou de fortune et qu'il trouvait les esprits étroits bien plus surprenants que les esprits éduqués, quelles que soient leurs origines. Le silence qui suivit fut rompu par le rire léger de Lady Beatrice et son accord avec le sentiment de son frère, et Clara sentit l'attention de la salle changer d'une manière indéfinissable, comme si Alexander avait tracé une ligne que les invités devaient maintenant choisir de franchir ou non. Après le dîner, Lady Beatrice demanda de la musique, et Clara se retrouva au pianoforte avec la partition d'une sonate de Mozart qu'elle avait apprise des années auparavant dans la maison de son père, ses doigts retrouvant les notes avec une légère hésitation seulement, tandis qu'Alexander se tenait à côté d'elle pour tourner les pages. Lorsque leurs mains se frôlèrent lors d'un changement de feuille, le contact envoya une telle chaleur à travers le corps de Clara
qu'elle faillit manquer son entrée dans le passage suivant. Il se pencha près d'elle sous prétexte d'examiner la musique et murmura une demande de lui rendre visite en bonne et due forme, avec des intentions de cour pleinement déclarées, et la réponse de Clara vint d'une voix tout aussi basse lui rappelant l'impossibilité d'un tel arrangement. Mais sa réponse, livrée alors que ses doigts couvraient délibérément les siens sur les touches d'ivoire pendant un instant suspendu, fut que rien n'était impossible si deux personnes étaient assez déterminées, et les mains de Clara tremblèrent si fort qu'elle dut s'arrêter de jouer et prétexter la fatigue. Le matin du 25 avril arriva avec un ciel si clair et bleu qu'il semblait promettre que le monde pouvait en effet contenir plus de possibilités que l'expérience de Clara ne lui avait appris à s'attendre. Elle se réveilla dans sa petite chambre mansardée pour trouver la lumière du soleil inondant la seule fenêtre avec une intensité qui ressemblait presque à une bénédiction, bien qu'elle se réprimandât pour une pensée si fantaisiste en enfilant sa robe du matin grise habituelle et en descendant aider Eleanor à préparer le plateau du petit déjeuner de Lady Georgiana. La maisonnée s'était installée dans un nouveau rythme particulier au cours des 5 jours qui avaient suivi le dîner de Lady Beatrice. Un rythme dicté par le fait stupéfiant qu'Alexander Pembroke, duc de Thornfield, avait établi un schéma de visite matinale qui l'amenait à la modeste maison de ville de Georgiana, avec une régularité qui suggérait une intention plutôt qu'une simple courtoisie sociale. Aujourd'hui marquerait sa 5e visite consécutive, un fait qu'Eleanor mentionna avec un regard significatif en disposant le service à thé sur le plateau, tandis que Clara tranchait le pain avec des mains qui tremblaient légèrement malgré ses efforts de composure. Quand Alexander arriva précisément à 11 heures, admis par le valet qui ne semblait plus surpris par la présence ducale à leur porte, Clara était assise dans le salon avec Georgiana, travaillant sur une broderie qu'elle n'avait aucun intérêt réel à terminer. Elle sentit plus qu'elle ne vit les yeux d'Alexander la trouver immédiatement à son entrée, l'intensité familière de son attention la rendant aiguement consciente de chaque détail de son apparence et de son environnement. Les visites avaient développé leur propre chorégraphie maintenant, Alexander rendant ostensiblement ses respects à Georgiana, tout en se positionnant de manière à ce que sa conversation inclue naturellement Clara. Georgiana était passée du choc à l'inquiétude, puis à une sorte d'acceptation amusée de cette perturbation de l'ordre normal de sa maisonnée, bien que Clara surprenne parfois son employeuse, observant leurs interactions avec une expression qui mêlait l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à un espoir par procuration. La conversation de ce matin commença par la politique, Alexander sollicitant l'avis de Georgiana sur la récente législation concernant l'aide aux pauvres avant de se tourner vers Clara avec une question sur les pratiques agricoles qu'elle avait mentionnées lors de leur rencontre au parc. Clara se retrouva à parler avec une aisance croissante de la rotation des cultures et du fermage, l'intérêt de son père pour les méthodes modernes, lui ayant donné des connaissances que peu de dames, quelles que soient leurs conditions, possédaient. La discussion évolua naturellement vers un débat sur l'éducation. Et lorsque Clara suggéra que les esprits des femmes étaient capables de la même formation intellectuelle rigoureuse que ceux des hommes si on leur en donnait l'opportunité, Alexander acquiesça avec un tel enthousiasme qu'il se pencha en avant sur sa chaise, son thé oublié sur la table d'appoint. Il demanda quel sujet elle enseignerait si elle avait les moyens de créer une école pour filles, et la réponse de Clara sur les mathématiques, la philosophie naturelle et les langues classiques le poussa à déclarer qu'une telle école produirait des femmes de véritables substances plutôt que les talents d'agrément qui passaient pour l'éducation féminine dans la plupart des cercles. Georgiana intervint avec un humour doux en disant qu'ils devenaient plutôt révolutionnaires dans leurs sentiments et Alexander rit, mais ses yeux restèrent fixés sur Clara alors qu'il disait que la véritable révolution serait de reconnaître le mérite où qu'il existe, indépendamment du sexe ou de la condition. Clara sentit une chaleur monter à ses joues à la façon dont ces mots semblaient porter une signification au-delà de leur surface. Le moment s'étira entre eux,
chargé de quelque chose que Clara n'osait pas nommer. Puis Georgiana fut appelée par Eleanor pour régler une affaire domestique concernant les courses de la semaine, son regard d'excuse vers Clara transmettant à la fois la permission de rester et l'avertissement d'observer les convenances. Soudain, Clara se retrouva seule avec Alexander pour la première fois depuis qu'il lui avait murmuré à l'oreille au pianoforte 5 jours auparavant. L'après-midi du 28 avril trouva Clara debout à sa place habituelle derrière le fauteuil de Lady Georgiana, dans le salon bondé de Lady Beaumont, où le soleil printanier inondant la pièce par de hautes fenêtres illuminait un rassemblement d'une trentaine de dames prenant le thé et s'engageant dans le genre de conversation qui passait pour un divertissement d'après-midi parmi celles qui avaient à la fois les loisirs et le statut social à maintenir. Clara avait appris il y a longtemps à se rendre invisible lors de tels événements, à ne devenir qu'une partie du mobilier pendant que Georgiana conversait avec ses égales. La pièce bourdonnait de multiples conversations, le tintement de la porcelaine et le froufroutement de la soie, créant une toile de fond pour des voix qui montaient et descendaient selon des schémas que Clara pouvait lire aussi facilement qu'un texte sur une page. Elle était ainsi depuis peut-être 20 minutes lorsqu'elle prit conscience qu'une conversation particulière à proximité avait changé de ton, la voix distinctive de Lady Caroline Montagu portant clairement malgré sa fausse douceur alors qu'elle parlait à 2 autres femmes de la fascination incompréhensible que certains gentilshommes de haut rang développaient parfois pour les objets les plus inappropriés. Clara sentit sa colonne vertébrale se raidir en réalisant qu'elle était le sujet de la discussion, les mots de Lady Caroline étant soigneusement construits pour éviter de la nommer directement, tout en s'assurant que toutes les personnes présentes comprenaient exactement de qui il s'agissait. Des spéculations sur des natures intrigantes, des démonstrations calculées de fausse modestie et le danger posé aux bonnes familles lorsque des personnes insignifiantes tentaient de s'élever au-dessus de leurs justes conditions. Les autres dames firent des murmures qui auraient pu être un accord ou simplement une reconnaissance polie, et Clara resta figée dans son humiliation, incapable de bouger sans attirer davantage l'attention, incapable de se défendre sans créer une scène qui ne ferait que confirmer toutes les choses terribles sous-entendues sur son caractère et ses intentions. La main de Georgiana trouva celle de Clara là où elle reposait sur le dossier du fauteuil, une brève pression de solidarité qui fit brûler les yeux de Clara de larmes non versées. Mais avant que l'une ou l'autre puisse décider comment s'extraire de la réunion avec dignité, une agitation à l'entrée du salon annonça un nouvel arrivant, et le cœur de Clara effectua une manœuvre compliquée dans sa poitrine lorsqu'elle vit Alexander Pembroke debout dans l'embrasure de la porte, sa taille et son allure commandant une attention immédiate, alors que la pièce tombait dans un silence surpris à la vue sans précédent d'un duc assistant à une réunion de dames l'après-midi. Ses yeux trouvèrent immédiatement Clara, et sans s'arrêter pour des salutations ou des politesses sociales, il traversa la pièce directement jusqu'à l'endroit où elle se tenait, la foule s'écartant devant lui, tandis que des chuchotements choqués éclataient dans son sillage. Lorsqu'il l'atteignit, il s'inclina avec le même respect qu'il montrerait à une duchesse avant de solliciter sa compagnie pour un tour dans le jardin. Lady Beaumont balbutia une permission confuse, tandis que Georgiana semblait partagée entre la panique et le soulagement, et Clara sentit tous les yeux de la pièce lui brûler le dos, alors qu'Alexander lui offrait son bras. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter, sa main tremblant visiblement, alors qu'elle la posait sur sa manche et se laissait guider à travers le salon, et par les portes-fenêtres vers le jardin au-delà, où les premières roses fleurissaient dans des parterres bordés de haies basses qui offraient l'illusion de l'intimité, tout en restant techniquement en vue de la maison. Dès qu'ils furent assez loin des portes pour parler sans être entendus, Clara retira sa main de son bras et se tourna pour lui faire face, toute la peur, la frustration et le désespoir de sa position perçant soudain le contrôle soigneusement maintenu,
sa voix tremblante alors qu'elle lui disait qu'il ne pouvait pas continuer à faire cela, que chaque attention publique qu'il lui portait nuisait davantage à leurs deux réputations, qu'on la traitait déjà d'intrigante et pire encore, que sa famille ne l'accepterait jamais et qu'il viendrait à regretter le scandale qu'il créait, que sa position était impossible et le devenait de plus en plus chaque jour. Le matin du 1er mai arriva, gris et lourd de la menace de la pluie, le ciel de plombe semblant s'appesantir sur la modeste maison de ville où Clara se tenait à la fenêtre de la salle à manger, regardant les gouttelettes strier la vitre, tandis que derrière elle, la voix de Lady Georgiana tremblait de larmes, alors qu'elle tentait d'expliquer la position impossible dans laquelle elle se trouvait. Les lettres de sa famille étalées sur la table comme des accusations manifestées sur du papier coûteux et d'une écriture sévère. Clara avait su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle était descendue de sa chambre mansardée à l'aube pour trouver Eleanor dans la cuisine avec les yeux rouges et une expression pincée. Elle avait senti le poids de la crise avant même que Georgiana ne la convoque pour lui expliquer que son frère et sa femme avaient écrit dans les termes les plus forts possibles, exigeant que Clara soit renvoyée immédiatement avant que le scandale des attentions incompréhensibles du duc de Thornfield ne puisse se propager et entacher le nom de toute la famille Sinclair, et que sa vieille tante avait inclus une lettre menaçant de couper la petite allocation trimestrielle qui faisait la différence entre la pauvreté distinguée de Georgiana et la véritable privation. Georgiana pleura ouvertement en disant à Clara qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre le soutien de sa famille, que son défunt mari ne lui avait laissé que de quoi maintenir les apparences, et que sans la contribution de sa tante, elle serait forcée de louer la maison de ville et de se retirer dans un cottage à la campagne. Le cœur de Clara se brisa, non pas pour elle-même, mais pour l'angoisse sincère sur le visage de son employeuse, alors qu'elle s'excusait encore et encore de sa faiblesse, de son incapacité à résister à la pression de sa famille, d'avoir choisi sa propre sécurité, au détriment du bien-être de Clara. Clara quitta la fenêtre pour prendre la main de Georgiana et lui dire, avec toute la conviction qu'elle put rassembler, qu'elle comprenait parfaitement, qu'aucune excuse n'était nécessaire, qu'elle avait su dès le moment où Alexander lui avait accordé son attention que cela entraînerait des conséquences qu'elle ne pouvait pas se permettre et qu'elle commencerait immédiatement à chercher un nouveau poste, bien qu'elles sussent toutes deux que les références seraient difficiles à obtenir étant donné les circonstances et que son nom était maintenant trop commenté à Londres pour qu'une maisonnée respectable l'engage. Eleanor entra avec du thé frais, ses propres larmes à peine contenues, et Clara sentit le calme étrange qui vient parfois lorsque la catastrophe redoutée arrive enfin et qu'il ne reste plus rien à faire que de l'endurer avec la dignité qui reste. Elle monta dans sa petite chambre pour commencer à emballer ses quelques affaires dans la malle cabossée qui l'avait accompagnée pendant ses 4 années de service. En pliant sa robe grise de rechange, ses chemises de nuit et le seul bon châle qu'elle possédait, Clara se força à écrire le mot qu'elle savait devoir être écrit. Sa main était ferme, alors qu'elle l'adressait à Alexander à sa résidence de Londres et couchait sur le papier des mots le libérant de tout sentiment d'obligation envers elle, expliquant qu'elle était reconnaissante de sa gentillesse, mais comprenait que les barrières sociales entre eux étaient insurmontables et qu'elle ne serait pas la cause de dommages supplémentaires à sa réputation ou d'un éloignement de sa famille, et elle le supplia de l'oublier et de remplir les devoirs que sa position exigeait. Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte, alors que Clara scellait le mot et lui tendit la main sans un mot, une communication passant entre les deux femmes, qui n'avaient besoin d'aucun discours, et Clara sut que la gouvernante le ferait livrer, malgré toute instruction contraire. À peine 2 heures plus tard, le bruit d'une voiture dans la rue en bas mit les 3 femmes en alerte, et lorsque l'on frappa à la porte, et qu'Eleanor revint annoncer que le duc de Thornfield insistait pour une audience, Clara sentit la panique envahir son calme soigneusement maintenu et refusa de descendre, ne pouvant supporter de le voir et de tenir sa résolution.
Elle resta donc dans sa chambre pendant qu'Alexander parlait avec Georgiana dans le salon en bas. Ce que Clara ne pouvait pas savoir, alors qu'elle pressait son oreille contre les escaliers de la mansarde pour tenter d'entendre le murmure des voix d'en bas, c'est qu'Alexander avait reçu sa note 1 heure auparavant et était venu immédiatement avec une solution qui préserverait l'honneur de chacun. Lorsque Georgiana gravit enfin les escaliers pour trouver Clara, elle pouvait à peine parler sous le choc, rapportant qu'Alexander avait déclaré son intention d'épouser Clara et n'avait demandé que le temps de garantir son indépendance et de s'occuper de sa famille avant de faire une offre formelle. Il avait assuré à Georgiana que retirer Clara de son emploi maintenant résoudrait les problèmes plutôt que d'en créer, car cela lui permettrait d'installer Clara dans la maisonnée de sa sœur, où elle pourrait être chaperonnée avec une parfaite respectabilité pendant qu'il arrangeait les choses. Clara s'affaissa sur la marche supérieure, exactement comme elle s'était tenue autrefois sur les escaliers de service, regardant Alexander danser dans une salle de bal qui semblait appartenir à une autre vie plutôt qu'à seulement 16 jours passés. À travers la rampe, elle pouvait le voir debout dans le hall d'entrée, regardant vers le haut, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas la voir dans l'ombre. Sa voix porta clairement lorsqu'il dit à Georgiana qu'il aurait tout arrangé d'ici 1 mois, que Clara ne manquerait de rien. Peu importe ce que sa famille choisirait de faire, qu'il n'avait jamais été plus certain de quoi que ce soit dans sa vie. Clara sentit le goût du sel et réalisa que des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle le regardait partir avec un dernier regard vers l'escalier, où elle se cachait et tremblait d'un espoir auquel elle n'avait plus la force de résister. L'après-midi du 3 mai trouva Alexander debout dans le salon de cérémonie de Pembroke House, l'imposant domaine à la lisière ouest de Londres, où il avait passé son enfance et où sa mère, la duchesse douairière, maintenait encore sa résidence avec toute l'autorité de sa position. Il avait demandé cette rencontre en sachant qu'elle serait difficile. Mais il n'était pas préparé à toute la force de l'horreur maternelle qui accueillit l'annonce de son intention d'épouser Clara Whitmore. Sa mère, encore belle à 52 ans, des fils d'argent dans ses cheveux sombres et le maintien d'une femme qui n'avait jamais remis en question sa place dans l'ordre naturel de la société, le fixa pendant 10 longues secondes de silence avant de commencer un catalogue systématique de tout ce qui manquait à Clara et rendait une telle union impensable. Sa voix montait à chaque point alors qu'elle détaillait l'absence de naissance convenable, de fortune, de relations familiales, de jeunesse, puisque Clara, à 26 ans, était pratiquement sur l'étagère. Alexander se tenait devant elle, se sentant de nouveau comme un garçon appelé à rendre des comptes pour une transgression, sauf que cette fois, il n'avait aucune intention de céder à une autorité qui lui semblait soudain arbitraire et cruelle. Il laissa sa mère épuiser sa fureur initiale avant de répondre avec un calme délibéré, parlant du caractère, de l'intelligence et de la grâce de Clara, décrivant la dignité avec laquelle elle supportait le renvoi et l'insulte, expliquant qu'il avait trouvé en elle une compagne d'esprit et de cœur comme il n'avait jamais imaginé en trouver parmi les jeunes dames éligibles qui avaient été paradées devant lui pendant 10 saisons. Il rappela à sa mère que son propre père avait épousé par amour, contre la volonté de sa famille, et avait considéré cela comme la meilleure décision de sa vie. Le visage de la douairière s'adoucit brièvement à la mention de son défunt mari avant de se durcir à nouveau, alors qu'elle informait Alexander que son père avait été un second fils sans titre à considérer, sans grands domaines à préserver, sans devoir envers une lignée ancienne qui exigeait des alliances appropriées. Le poids de ces attentes pesa sur Alexander, alors que sa mère continuait de parler de devoir, de responsabilité et du scandale qui entacherait de façon permanente le nom des Pembroke s'il insistait dans cette folie. Alexander sentit quelque chose se déchirer en lui, pris entre l'amour et l'obligation. Sa mère dut sentir son hésitation, car elle profita de son avantage avec un ultimatum livré sur un ton qui ne permettait aucun compromis, lui disant qu'il devait choisir entre cette passion inappropriée et le soutien de sa famille,
que s'il procédait au mariage avec une dame de compagnie insignifiante, sa mère ne recevrait pas Clara et s'assurerait que la majeure partie de la société suivrait son exemple, créant un scandale bien pire que les murmures actuels qui pourraient encore être étouffés si Alexander revenait à la raison et dirigeait ses attentions vers quelqu'un d'approprié. Le salon semblait étouffant malgré ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres. Alexander se retrouva à regarder les jardins manucurés où il avait joué enfant sous l'œil indulgent de son père, et il comprit avec une clarté soudaine qu'il devait donner le choix à Clara plutôt que de la forcer dans une position où le mariage avec lui signifierait une guerre sociale et une rupture familiale. Qu'il devait d'abord assurer son indépendance afin qu'elle puisse le refuser, si elle le souhaitait, plutôt que d'accepter par désespoir. Sa résolution se forma alors même que son cœur souffrait de savoir que la restauration du domaine volé de son père prendrait un temps qu'il regrettait, et il dit doucement à sa mère qu'il ne débattrait plus de la question, mais qu'il n'abandonnerait pas non plus ses intentions. Il quitta Pembroke House avec l'avertissement de sa mère résonnant à ses oreilles sur les conséquences de défier à la fois la famille et la société. Dans sa voiture qui le ramenait à sa résidence de Londres, Alexander s'assit dans le crépuscule naissant et se laissa sentir tout le poids de ce qu'il choisissait. La perte potentielle de tout ce qui lui était familier, luttant avec le souvenir du visage de Clara lorsqu'elle l'avait regardé dans le jardin et lui avait dit qu'il regretterait son intérêt pour elle. Ses mains se crispèrent en poings en pensant qu'elle se croyait indigne, alors qu'en vérité, elle possédait plus de noblesse authentique que la moitié des dames titrées de sa connaissance, et sa résolution se renforça plutôt qu'elle ne faiblit alors qu'il décidait qu'il lui donnerait d'abord l'indépendance et son cœur ensuite, afin qu'elle puisse choisir librement sans la souillure de l'obligation ou du désespoir. Le soir du 5 mai, Clara se tenait à la fenêtre de la nurserie dans l'élégant hôtel particulier de Lady Beatrice Thornhill. Observant les allumeurs de réverbères faire leur tournée dans des rues qui semblaient appartenir à un monde différent de celui qu'elle habitait maintenant, dans cet étrange état suspendu entre l'emploi et l'incertitude. Elle résidait sous le toit de Béatrice depuis 4 jours, dans une position qui défiait toute définition facile, n'étant ni invitée ni domestique, mais quelque chose entre les deux, aidant avec les 3 jeunes enfants de Béatrice dans une capacité qui ressemblait à celle d'une gouvernante, mais sans la formalité du salaire ou du contrat. Béatrice avait été d'une gentillesse sans faille depuis qu'elle était venue chercher Clara à la maison de Georgiana, avec une chaleur qui semblait authentique plutôt que de circonstance. Elle lui avait expliqué avec une franchise admirable que son frère s'occupait d'affaires juridiques qui demandaient du temps et de la discrétion, mais que Clara devait se considérer comme la bienvenue aussi longtemps que nécessaire. Et Clara avait accepté cette charité parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, et parce qu'une partie d'elle espérait encore, malgré tous les arguments rationnels contre une telle folie. Les enfants étaient doux et peu exigeants, 2 filles de 7 et 5 ans et un garçon de 3 ans, et Clara trouvait un certain réconfort à leur lire des histoires, à les aider dans leurs leçons et à jouer à des jeux simples dans le jardin. Mais les chuchotements du personnel de la maison la suivaient dans les couloirs. Des spéculations sur l'intérêt scandaleux du duc et sur la question de savoir si Clara était sa maîtresse en tout sauf le nom. Elle supportait leur jugement avec la même dignité qu'elle avait appris à employer contre des insultes plus cruelles, bien que chaque mot chuchoté fût comme une autre petite coupure. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Alexander s'était tenu dans le hall d'entrée de Georgiana et avait déclaré son intention de l'épouser, 14 jours durant lesquels Clara n'avait reçu aucune nouvelle de lui directement, bien que Béatrice l'assura à plusieurs reprises qu'il était occupé avec des avoués et des enquêtes sur le domaine de son père. Et chaque jour qui passait, Clara sentait son fragile espoir s'éroder sous la pression constante du doute, jusqu'à ce qu'elle reste éveillée la nuit dans la chambre confortable que Béatrice lui avait fournie
essayant de se préparer au moment inévitable où Alexander réaliserait l'impossibilité de ce qu'il avait promis et se retirerait avec les excuses que sa conscience exigerait. Elle tentait d'être pratique quant à son avenir, discutant avec Béatrice de la possibilité d'un poste à la campagne, loin de Londres, où le scandale n'aurait peut-être pas pénétré. Béatrice écoutait avec sympathie, mais insistait pour que Clara ait plus de foi dans la constance d'Alexander, bien que même Béatrice admite que la duchesse douairière avait refusé de la recevoir depuis qu'elle avait appris la présence de Clara dans la maison de sa fille, et que le conflit familial causait une douleur considérable à Alexander. Le soir du 5 mai, alors que Clara se tenait à la fenêtre de la nurserie, observant l'obscurité s'installer sur Londres, elle ne savait pas qu'à ce moment même, Alexander était assis dans son bureau, entouré de documents juridiques qui représentaient 3 semaines d'enquête intensive. Elle ne pouvait pas non plus savoir que ses avoués avaient enfin découvert la preuve que l'associé de son père, Thomas Ridley, avait systématiquement falsifié des contrats et contrefait la signature de son père pour voler le petit, mais prospère domaine qui aurait dû être l'héritage de Clara, après la mort de son père 4 ans plus tôt. La sombre satisfaction d'Alexander face à cette découverte était tempérée par sa frustration face aux complications juridiques qui nécessiteraient des mois pour être entièrement résolues par les tribunaux. Ce que Clara ne pouvait pas non plus savoir, alors qu'elle se détournait de la fenêtre pour aider la nourrice à coucher les enfants, c'est qu'Alexander avait déjà acheté une petite maison à son nom dans une rue calme d'un quartier respectable, lui assurant un revenu indépendant, que l'affaire judiciaire réussisse ou non, car il était déterminé à ce que, lorsqu'il lui demanderait enfin de l'épouser, elle ait la liberté de refuser, sans craindre la misère. Ses instructions à son homme d'affaires avaient été explicites. Clara devait avoir des choix, plutôt que d'être forcée par les circonstances à accepter une offre qui pourrait lui apporter plus de douleur que de joie, étant donné l'opposition de sa famille. Le matin du 10 mai arriva avec un soleil inattendu, perçant le brouillard londonien qui avait persisté pendant près d'une semaine. Clara se tenait dans le jardin de la maison de Béatrice, regardant les enfants se poursuivre autour des rosiers soigneusement entretenus, tout en essayant d'ignorer la douleur creuse qui avait élu domicile permanent dans sa poitrine pendant les 3 semaines écoulées depuis qu'elle avait vu Alexander pour la dernière fois. Elle se disait qu'elle était sotte d'avoir attendu autre chose, qu'un duc ne bouleversait pas toute sa vie pour une femme sans importance quelque. Quelles que soient les promesses qu'il puisse faire dans des moments de passion mal avisés. Et pourtant, une partie obstinée de son cœur refusait d'accepter ce que son esprit rationnel savait être la vérité inévitable. Le bruit de la porte du jardin qui s'ouvrait la fit se retourner, s'attendant au jardinier de Béatrice, mais à la place au vidame. Elle trouva Alexander lui-même, debout là. Dans la lumière du matin, l'air fatigué et déterminé, et plus beau qu'elle ne s'en souvenait. Son souffle se coupa dans sa gorge, alors qu'il traversait le jardin vers elle, à grandes enjambées, suggérant qu'il s'était retenu de courir. Les enfants arrêtèrent leur jeu pour dévisager le grand gentilhomme qui s'inclina gravement devant Clara comme si elle était elle-même une duchesse, et elle se retrouva à faire la révérence en retour, son cœur battant si violemment qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Lorsqu'il demanda s'il pouvait parler en privé, elle ne put cocher la tête et le suivre jusqu'au petit banc de pierre sous le cerisier à l'extrémité du jardin, où les nouvelles feuilles fournissaient un écran d'intimité. Alexander s'assit à côté d'elle, plus près que les convenances ne le permettaient, et prit ses 2 mains dans les siennes avant qu'elle ne puisse penser à protester. La chaleur de son contact, après tant de semaines d'absence, fit monter des larmes à ses yeux malgré sa détermination à garder son sang-froid, et il parla rapidement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît avant qu'il ait pu finir ce qu'il était venu dire. Il lui raconta qu'il avait passé chaque jour des 3 dernières semaines à travailler avec ses avoués pour démêler le vol du domaine de son père, qu'ils avaient découvert la preuve d'une fraude systématique de la part de l'ancien associé de son père,
Thomas Ridley, qui avait falsifié des documents et soudoyé des fonctionnaires pour voler ce qui aurait dû être l'héritage de Clara. Il ajouta que, bien que l'affaire judiciaire prendrait des mois à se régler devant les tribunaux, il avait déjà pris des mesures pour assurer son indépendance, quel que soit le résultat. Clara écouta dans un silence stupéfait, tandis qu'Alexander expliquait qu'il avait acheté une maison à son nom sur Weston Street, un quartier respectable où elle pourrait vivre en toute indépendance, et qu'il avait créé un compte qui lui fournirait 300 livres par an afin qu'elle ne soit plus jamais dépendante de la charité de quiconque ou forcée d'accepter la position humiliante de dame de compagnie. Les détails pratiques déferlèrent sur Clara pendant qu'elle essayait de comprendre ce que cela signifiait, pourquoi il lui donnait son indépendance, à moins que ce ne soit pour se libérer de toute obligation envers elle. Elle dut exprimer cette peur à haute voix, car les mains d'Alexander se resserrèrent sur les siennes, et sa voix devint féroce en lui disant qu'il assurait sa liberté pour qu'elle puisse le refuser sans conséquence, lorsqu'il demanderait ce qu'il n'avait pas le droit de demander. La confusion de Clara dut se lire sur son visage, car Alexander sourit légèrement et dit qu'il ne proposerait pas le mariage à une femme qui n'aurait d'autre choix que d'accepter, qu'il avait besoin qu'elle ait l'indépendance de le refuser pour que, lorsqu'elle dirait « oui », il sache que c'était librement donné par amour plutôt que par nécessité. Et le mot « amour » tomba entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondes à travers tout ce que Clara pensait comprendre de sa situation. Le silence s'étira entre eux dans l'ombre tachetée du cerisier, tandis que Clara tentait de comprendre ce qu'Alexander venait de dire, le mot « amour » résonnant encore dans sa poitrine comme la note profonde d'une cloche qui continue de vibrer longtemps après avoir été frappée. Elle se retrouva à fixer leurs mains jointes, car elle ne pouvait pas encore croiser son regard, son esprit luttant pour concilier ses paroles avec tout ce qu'elle croyait sur sa place dans le monde et ses obligations envers sa position. Alexander semblait se contenter d'attendre pendant qu'elle assimilait ce qu'il lui avait offert, ses pouces caressant doucement ses phalanges dans un rythme à la fois apaisant et distrayant. Quand elle trouva enfin sa voix, elle sortit plus faible qu'elle ne l'avait prévu en lui demandant comment il pouvait parler d'amour alors qu'ils se connaissaient depuis moins d'1 mois, qu'il était un duc avec des responsabilités envers sa famille et son nom, tandis qu'elle n'était personne, venue de nulle part, sans rien pour la recommander, si ce n'est sa capacité à lire et une connaissance passable de la gestion domestique. Sa réponse vint, rapide et certaine, alors qu'il lui disait qu'il en avait su assez sur son caractère en 10 minutes de leur première valse pour comprendre qu'elle possédait plus de valeur authentique que n'importe laquelle des dames éligibles que sa mère avait fait défiler devant lui au cours des 5 dernières saisons. Il ajouta que les semaines qui avaient suivi n'avaient fait que confirmer son évaluation initiale. Clara Whitmore était une femme d'une intelligence, d'une grâce et d'une force tranquille extraordinaire, rendue invisible par une société trop superficielle pour reconnaître la vraie valeur lorsqu'elle se tenait devant eux. Clara sentit des larmes couler sur ses joues, bien qu'elle n'eût pas conscience de pleurer. Elle essaya de retirer ses mains pour essuyer son visage, mais Alexander les tint fermement et utilisa son propre pouce pour effacer l'humidité sur sa joue gauche dans un geste si tendre qu'il lui coupa le souffle. Il continua de parler de cette voix basse et intense qui semblait l'envelopper comme une étreinte physique. Il lui dit qu'il comprenait qu'elle n'avait aucune raison de faire confiance à la constance d'un homme qu'elle connaissait à peine, que sa position et ses privilèges lui donnaient le pouvoir de dévaster sa vie si son intérêt s'avérait fugace, et que c'était précisément pour cela qu'il avait passé les 3 dernières semaines à établir son indépendance plutôt qu'à la presser d'accepter, car il avait besoin qu'elle ait la liberté de le refuser. Clara secoua lentement la tête, essayant de trouver des mots pour le tumulte d'émotions qui montait en elle, la joie féroce luttant contre la terreur et l'incrédulité. Elle murmura qu'elle ne comprenait pas pourquoi il voudrait de quelqu'un comme elle, alors qu'il pouvait avoir n'importe qui,
n'importe quelle belle jeune fille accomplie et riche qui apporterait l'honneur à son nom plutôt que le scandale. Le regard qui traversa le visage d'Alexander était presque féroce, alors qu'il disait qu'il ne voulait personne d'autre, et n'avait jamais voulu personne d'autre depuis le moment où il l'avait vu observer le bal avec un tel mélange de désir et de dignité, et que si elle ne pouvait pas voir sa propre valeur, alors il passerait le reste de sa vie à la lui montrer, si elle lui en accordait l'honneur. Le mot « honneur » tomba dans l'espace entre eux et sembla changer quelque chose de fondamental dans la compréhension de Clara, car elle avait passé tant d'années à se croire sans valeur qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que quelqu'un puisse considérer le fait de la connaître comme un honneur plutôt qu'un fardeau. Les larmes vinrent plus fort maintenant, bien qu'elle essayât de les arrêter, car elle ne voulait pas qu'Alexander pense qu'elle était le genre de créature faible qui pleurait à chaque moment d'émotion, même si sa vie entière semblait se réorganiser autour du point fixe de son regard constant et de la chaleur de ses mains, qui tenaient toujours les siennes. Elle se retrouva à parler sans l'avoir pleinement voulu, lui racontant les années depuis la mort de son père, où elle avait appris à se faire petite, invisible et utile, à ne prendre aucune place qui pourrait déranger ceux qui l'employaient, à ne rien vouloir et à ne rien attendre, car vouloir ne menait qu'à la déception et attendre ne menait qu'à l'humiliation. Elle lui parla de ses observations à travers les fenêtres, depuis les embrasures de portes et les escaliers obscurs, de toute la vie, la couleur et la beauté qui existaient dans un monde qu'elle traversait, mais auquel elle n'appartenait pas, et comment elle s'était convaincue qu'être invisible était une sorte de sécurité, car si personne ne vous voyait, alors personne ne pouvait vous juger insuffisant et vous rejeter. Alexander écouta sans l'interrompre, tandis que la lumière du matin filtrait à travers les feuilles du cerisier et dessinait des motifs sur le chemin de gravier près de leurs pieds. Quand elle fut finalement à court de mots et resta assise là, se sentant vidée, vulnérable et plus exposée qu'elle ne l'avait jamais été, même pendant cette première valse devant tous ses yeux scrutateurs. Il porta sa main droite à ses lèvres et baisa ses phalanges dans un geste qui ne ressemblait en rien à la courtoisie sociale vide qu'elle avait vue 1000 fois dans les salons, mais qui ressemblait plutôt à une promesse, une reconnaissance et une bénédiction tout à la fois. Il lui dit qu'il comprenait qu'elle avait appris à se protéger, en ne voulant rien, mais qu'il lui demandait maintenant d'être assez courageuse pour vouloir quelque chose, pour le vouloir. Lui et la vie qu'ils pourraient construire ensemble. Il promit que si elle prenait le risque de lui faire confiance, il passerait chaque jour à se prouver digne de cette confiance, et que son indépendance s'était établie quelle que soit sa réponse, car sa liberté n'était pas une monnaie d'échange, mais plutôt un don librement offert, qu'elle pouvait utiliser pour le refuser ou l'accepter, comme elle le choisirait. Clara se sentit en équilibre sur un précipice entre la vie grise et sûre qu'elle avait connue, où rien n'était risqué, et donc rien ne pouvait être vraiment perdu, et cette possibilité terrifiante et lumineuse qu'il lui offrait, où elle pourrait tout avoir ou tout perdre. Le poids de ce choix lui oppressa la poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Elle leva les yeux vers le visage d'Alexander et y vit un espoir et une vulnérabilité si manifestes qu'elle réalisa avec un choc qu'il avait peur aussi, qu'un duc qui pouvait commander l'attention de n'importe quelle pièce où il entrait était assis ici, à côté d'elle, terrifié qu'elle le refuse. Et cette reconnaissance rendit sa propre peur gérable, car elle n'était pas seule dans ce moment de terrible possibilité. La reconnaissance qu'Alexander était aussi vulnérable qu'elle, en cet instant, sembla déverrouiller quelque chose dans la poitrine de Clara, qui était restée étroitement liée depuis l'enfance. Elle se mit à parler avant d'avoir pleinement réfléchi à ce qu'elle voulait dire, les mots sortant bruts et non polis, alors qu'elle lui racontait qu'elle l'avait observé le premier soir au bal et l'avait trouvé la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, non seulement son visage ou sa silhouette, mais la façon dont il se mouvait dans le monde avec une si grande assurance. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme lui remarquerait quelqu'un comme elle,
encore moins qu'il voudrait connaître ses pensées ou valoriser ses opinions. Même maintenant, après des semaines de son attention, une partie d'elle ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait vraiment, car toute sa vie lui avait appris que les gens comme elle n'avaient pas de fins heureuses, qu'ils existaient pour faciliter le bonheur des autres tout en restant eux-mêmes dans l'ombre. Les mains d'Alexander se resserrèrent sur les siennes, et elle vit quelque chose de féroce et de presque en colère traverser son visage, alors qu'il disait qu'il ne pardonnerait jamais à la société qui lui avait appris de tels mensonges sur sa propre valeur, qui avait pris une femme d'une valeur extraordinaire et lui avait fait croire qu'elle n'était rien. Sa voix portait une telle conviction que Clara sentit quelque chose bouger en elle, comme une pierre de fondation se mettant en place après des années d'instabilité. Il lui dit qu'il lui demandait de prendre un risque qu'il comprenait être bien plus grand pour elle que pour lui, car si les choses tournaient mal, il serait toujours un duc avec toutes les protections que ce titre offrait, tandis qu'elle serait laissée plus vulnérable qu'auparavant. C'était précisément pourquoi il avait passé les dernières semaines à assurer son indépendance juridique et sa sécurité financière, quelle que soit sa réponse, car il avait besoin qu'elle sache que le refuser ne la laisserait pas démunie ou désespérée. Clara réalisa que c'était à cela que ressemblait l'amour quand il était réel, et non la pâle romance des romans. Cette attention soignée aux questions pratiques aux côtés des déclarations passionnées, cette reconnaissance que les déséquilibres de pouvoir nécessitaient une action délibérée pour y remédier plutôt que des mots romantiques pour les obscurcir. Elle prit une profonde inspiration et se sentit faire un pas hors du précipice dans un espace inconnu, en murmurant qu'elle ne savait pas comment être une duchesse, qu'elle ne savait pas comment naviguer dans le monde où il vivait, ni gérer de grands domaines, ni organiser de grandes fêtes, mais qu'elle l'aimait avec une ferveur qui l'effrayait, et que s'il était certain de ne pas regretter de l'avoir choisi, alors oui, elle l'épouserait et passerait le reste de sa vie à essayer d'être digne de la foi qu'il avait placée en elle. Le visage d'Alexander se transforma d'une telle joie qu'il parut des années plus jeune. Il se rapprocha soudainement, ses mains encadrant son visage avec une douceur qui fit piquer ses yeux de nouvelles larmes, alors qu'il lui disait qu'elle avait toujours été digne, qu'elle n'aurait jamais besoin de mériter ce qui était déjà sien de par son caractère. Les lèvres d'Alexander touchèrent son front dans un geste si tendre que Clara sentit ses dernières défenses s'effriter comme de vieux murs cédant enfin aux vignes persistantes. Il murmura contre sa peau qu'elle n'aurait jamais besoin de lui prouver sa valeur, car elle avait été évidente dès le premier instant où il l'avait vue observer depuis l'escalier avec ce mélange de désir et de dignité. Puis il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux, en lui disant qu'il avait quelque chose pour elle et sortit de la poche de son manteau une petite boîte de velours qui fit sursauter le cœur de Clara. Même si une partie de son esprit insistait que cela ne pouvait pas arriver, car de tels moments appartenaient aux héroïnes de romans, pas aux dames de compagnie appauvries qui avaient appris à ne rien attendre. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague qui capta la lumière du matin et la dispersa en petits arcs en ciel sur le bois patiné du banc de jardin. Clara vit que ce n'était pas un énorme héritage ducal chargé des attentes de générations, mais plutôt une délicate alliance en or sertie d'un unique saphir parfait, du bleu profond du ciel du soir. Alexander expliqua avec une nervosité inhabituelle qu'elle avait appartenu à sa grand-mère, qui avait également épousé par amour contre l'opposition familiale, et qui lui avait dit, quand il était enfant, qu'il devrait la donner un jour à une femme qui valoriserait la substance plutôt que l'apparat et le caractère, plutôt que la conséquence. Clara ne put parler, la gorge nouée, alors qu'Alexander levait sa main gauche avec une telle révérence qu'elle se sentit soudain précieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il lui dit qu'il savait qu'elle avait accepté de l'épouser, mais qu'il voulait faire les choses correctement, avec une bague et une demande en mariage formelle, car elle méritait tous les rituels de la cour que les autres femmes tenaient pour acquis. Puis il glissa du banc pour s'agenouiller sur le chemin de gravier,
dans une posture d'une telle humble dévotion que Clara émit un petit son de protestation, car un duc ne devrait s'agenouiller devant personne, encore moins devant elle. Alexandre lui sourit avec un amour si évident sur son visage que Clara sentit quelque chose de fondamental changer dans sa compréhension de sa propre place dans le monde. Il dit « Clara Whitmore, me feriez-vous l'extraordinaire honneur de devenir ma femme, ma partenaire et ma compagne dans tous les sens de ce mot ?» Il promit de passer sa vie à s'assurer qu'elle ne se sentirait plus jamais invisible, rejetée ou moins que la femme remarquable qu'elle était, et il lui demanda si elle lui ferait assez confiance pour construire ensemble une vie qui défierait toutes les attentes mesquines que la société leur avait imposées à tous les deux. Clara hocha la tête, car les mots semblaient inadéquats face à l'énormité de ce moment. Alexandre glissa la bague à son doigt, où elle s'installa comme si elle y avait toujours appartenu. Puis il se releva et la prit dans ses bras dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison après des années d'errance. Clara enfouit son visage contre sa poitrine, inspira son parfum et sentit la réalité solide de son corps contre le sien, sachant que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, et cette connaissance la rendit plus forte qu'elle ne l'avait jamais été seule. Ils restèrent dans le jardin un quart d'heure de plus, enlacés, tandis que la lumière du matin se renforçait autour d'eux et que le monde au-delà des murs du jardin poursuivait sa rotation inconsciente. Clara se surprit à penser que le bonheur, lorsqu'il arrivait enfin après des années de privation, semblait presque dangereusement intense, comme boire de l'eau froide trop rapidement après une longue soif. Elle dut se rappeler consciemment de respirer et d'accepter cette joie plutôt que d'attendre qu'elle lui soit arrachée, comme toutes les bonnes choses de sa vie l'avaient été auparavant. Alexandre semblait se contenter de la tenir simplement, et elle pouvait sentir le battement régulier de son cœur sous sa joue, le va-et-vient de sa respiration et la chaleur solide de son corps qui la faisait se sentir plus ancrée à la terre qu'elle ne l'avait jamais été seule. Quand il parla enfin de nouveau, sa voix était rauque d'émotion, alors qu'il lui disait qu'il devrait probablement retourner à la maison avant que Béatrice n'envoie une équipe de recherche. Bien qu'il fût réticent à la partager avec le monde, ne serait-ce qu'un instant, après avoir enfin obtenu son acceptation. Clara se recula juste assez pour le regarder et vit que ses yeux brillaient de larmes non versées qui correspondaient aux siennes. Elle réalisa que ce moment était aussi transformateur pour lui que pour elle, car lui aussi avait vécu dans une sorte de prison construite par le devoir, les attentes et le rôle social. Et en la choisissant, il choisissait également la liberté face aux limitations étouffantes de sa position. Ils retournèrent vers la maison main dans la main, et Clara était consciente de la bague à son doigt qui captait la lumière du soleil et envoyait de petites étincelles de couleur danser sur l'herbe. Elle avait l'impression de marcher dans un rêve, sauf que les rêves n'avaient jamais été aussi vifs, aussi substantiels, ou ne l'avaient laissé se sentir aussi complètement présente dans son propre corps. Béatrice attendait dans le salon du matin, et son visage se transforma de joie en voyant leurs mains jointes, les joues de Clara tachées de larmes et l'expression de joie féroce d'Alexandre. Elle se précipita pour embrasser Clara avec une chaleur sincère en disant qu'elle avait espéré qu'Alexandre ne perdrait plus de temps, car il était évident pour quiconque avait des yeux qu'ils étaient faits l'un pour l'autre depuis cette première valse scandaleuse. Alexandre expliqua qu'il devait de nouveau parler à sa mère, maintenant que les fiançailles étaient officielles, qu'il s'attendait à de la résistance, mais était prêt à tenir bon. L'expression de Béatrice devint plus sobre, alors qu'elle reconnaissait les difficultés à venir, mais promit son soutien et sa volonté d'aider Clara à naviguer dans les eaux perfides de son nouveau statut de duchesse. Clara sentit un frisson d'anxiété au rappel de tous les défis pratiques qui l'attendaient, car accepter la proposition d'Alexandre dans un jardin privé était une chose, mais devenir réellement la duchesse de Thornfield, gérer des domaines,
des obligations sociales et des membres de la famille hostiles en étaient une autre. Pourtant, lorsque la main d'Alexander se resserra sur la sienne, elle sentit son courage revenir, car quoi qu'il advienne, ils y feraient un face ensemble, et cela faisait toute la différence. Béatrice ordonna d'apporter du thé frais et des pâtisseries dans le salon du matin, et tous les trois s'assirent ensemble pour planifier les prochaines étapes. Béatrice offrant des conseils sur la gestion de la duchesse douairière, la navigation face au jugement de la société et les 1000 petits détails liés à la préparation d'un mariage qui serait scruté par tout Londres. Clara se sentit immensément reconnaissante pour cette femme qui lui avait ouvert sa maison et son cœur sans hésitation, et qui la traitait non pas comme un cas de charité, mais déjà comme une sœur bien-aimée. L'après-midi s'étira, long et doré, alors qu'Alexandre se préparait à se rendre à la résidence de Béatrice pour enfin parler avec Clara après des semaines de séparation qui avaient semblé des années. Tandis que sa voiture roulait dans les rues de Londres, il répétait ce qu'il allait dire, bien que les mots parussent inadéquats pour transmettre la profondeur de ce qu'il ressentait et l'ampleur de ce qu'il espérait lui offrir. Il s'était habillé avec un soin inhabituel, portant un manteau bleu profond qui, selon son valet, mettait en valeur ses yeux, bien qu'Alexandre ne se fût jamais soucié de telles choses avant Clara. Dans sa poche reposait à la fois la bague qui avait appartenu à sa grand-mère et les documents juridiques prouvant que le domaine du père de Clara avait bien été volé par une manipulation frauduleuse et que les avoués d'Alexander l'avaient récupéré avec succès grâce à une combinaison de pression légale et de la volonté d'Alexander d'acheter purement et simplement la propriété contestée à l'homme qui avait escroqué le père de Clara. Le poids de ces objets dans ses poches lui semblait significatif, comme s'ils représentaient deux chemins différents vers la liberté de Clara, l'un matériel et l'autre émotionnel, et Alexander était déterminé à offrir les deux, bien qu'il espérât désespérément qu'elle accepterait le second même si elle rejetait le premier par fierté. Sa mère ne lui avait pas parlé depuis leur confrontation 3 semaines auparavant, et la duchesse douairière avait fait connaître son mécontentement dans toute la société, par des commentaires soigneusement formulés qui frôlaient la condamnation ouverte. Alexander savait que son choix de poursuivre cette cour créerait une rupture permanente avec sa famille qui pourrait ne jamais guérir complètement. Pourtant, chaque fois que le doute s'insinuait, il se souvenait du visage de Clara le regardant pendant cette première valse, avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Et il savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner pour plaire à des gens qui valorisaient les lignées de sang plutôt que le caractère. Richard avait essayé une fois de plus ce matin-là de convaincre Alexander de reconsidérer sa décision, avec des arguments sur le devoir, la dynastie et l'importance d'épouser une femme qui pourrait naviguer dans la société sans scandale. Alexander avait écouté patiemment avant d'expliquer que l'incapacité de Clara à naviguer dans les eaux empoisonnées de la société sans créer de remous était précisément due à son refus de compromettre son intégrité pour l'acceptation sociale, et que cette qualité valait plus pour lui qu'une épouse capable de sourire avec charme tout en s'adonnant aux mêmes petites cruautés qui rendaient la société si étouffante. La voiture s'arrêta devant la maison de Béatrice, et Alexander vit le rideau bouger à une fenêtre de l'étage, se demandant si Clara observait son arrivée avec le même espoir anxieux qui lui serrait la poitrine d'anticipation. Béatrice ouvrit la porte elle-même plutôt que d'attendre son majordome, ce qui suggérait qu'elle l'avait guetté. Son expression était chaleureuse mais prudente, alors qu'elle le conduisait non pas au salon de cérémonie, mais au petit salon du matin où la lumière filtrait par de hautes fenêtres et faisait danser les grains de poussière comme de petites étoiles suspendues dans l'air doré. Elle lui dit que Clara était dans le jardin et y était depuis l'aube, s'occupant des roses avec une concentration unique que Béatrice reconnaissait comme la manière de Clara de gérer une émotion écrasante. Et le cœur d'Alexander se serra à l'image de Clara cherchant du réconfort parmi les fleurs parce qu'elle ne pouvait pas le chercher dans ses bras.